autant que cette notion de niveau de vie ait un sens, parce que la croissance, c'est un processus multidimensionnel, vous avez surtout des nouveaux besoins qui se créent, vous avez une diversification de vie. Donc, si on cumule cette croissance de 0,2% par an sur 3 siècles, on aboutit, comme pour la population, à une multiplication environ par 10 du niveau de vie moyen. Maintenant, une multiplication par 10, ça veut dire qu'on consomme 10 fois plus de kilos de carottes, de pain, etc. C'est d'abord une diversification de vie, avec en particulier l'accès à des services fondamentaux, l'éducation, la santé, les transports, la culture. C'est d'abord cette diversification de vie, cette ouverture à des biens et services fondamentaux qui permettent de sortir simplement de la contrainte alimentaire et c'est pour ça la croissance. Toujours est-il que forcément, de la même façon que pour la population, ça ne s'est pas produit depuis l'époque du Christ, parce que sinon ça voudrait dire que les niveaux de vie moyens à l'époque du Christ étaient très très inférieurs au seuil simplement de survie. Donc, pour toutes ces raisons, on peut être certain que la croissance jusqu'à la révolution industrielle était de 0,1-0,2% par an au maximum. Donc ça, c'est le taux de croissance. Attends, le rendement du capital, évidemment, lui, il n'était pas de 0%. Le rendement du capital dans les sociétés agraires traditionnelles, il est traditionnellement entre 4 et 5%. C'est-à-dire que, une autre façon de le dire, c'est que si vous voulez avoir 1000 livres de rente par an, vous avez besoin d'un capital qui est à peu près de 20 000 livres. De façon à ce que 5% de 20 000 livres, ça fait 1000 livres par an. Et c'est une telle évidence dans toutes les sociétés jusqu'à la révolution industrielle que d'ailleurs les romanciers, très souvent, dans le même paragraphe, ils vont passer des 20 000 livres de capital aux 1000 livres de rente sans même avoir besoin d'expliquer à leur lecteur. Et tout le monde comprend parfaitement bien, d'une ligne sur l'autre, on va passer à l'expression en termes de rente annuelle, de revenus produits par un capital, à l'expression de capital, et il n'y a pas besoin de dire en note de bas de page, R égale 5%, donc je suis passé de 20 000 à 1000. Parce que tout lecteur le sait parfaitement, parce que c'est quelque chose, c'est pas un problème technique de l'intérêt, c'est quelque chose qui engage l'ensemble de la société. D'une certaine façon, R plus grand G, donc 5% supérieur à 0% pour le taux de croissance, 0,1 ou 0,2, c'est même le fondement même de la société jusqu'à la révolution industrielle, puisque c'est ça qui permet à un groupe de propriétaires, terriens, mais petit à petit propriétaires d'autres formes de fortune, immobilière, financière, industrielle, tout simplement terriens, et ça permet à un groupe de propriétaires de vivre des rendements produits par son capital et de se consacrer à autre chose aujourd'hui que sa propre survie. Et donc c'est une dimension vraiment totalement structurante de la société, qui est parfois remise en cause par certains groupes religieux ou sociaux, avec différentes formes d'interdiction, de mesures, etc., mais qui en fait sont souvent assez hypocrites, parce que souvent il s'agit plus d'essayer d'exercer un contrôle social sur un certain type de capital commercial, financier, de certaines professions, certains groupes religieux qu'on n'aime pas trop, mais on se satisfait parfaitement, par exemple dans la tradition chrétienne ou musulmane, de pouvoir vivre du capital terrien possédé par l'Église, où là, le fait que la terre produise une rente, enfin un revenu de 5% par an sur un travail, produit par le travail d'autres personnes, il pose aucun problème philosophique. Donc cette inégalité entre le rendement du capital et de croissance, c'est la structure même de la société, qu'on peut après justifier en disant bah, ça permet au moins à un groupe de la population de crier pour les autres, de se battre pour les autres, de faire de la musique pour les autres, de tout faire pour les autres. Bon, on peut toujours le justifier, mais en tout cas, c'est la structure de la société. Alors, par rapport à ça, par rapport à cet héritage historique fondamental, un des résultats du livre, ça consiste à constater que finalement, la révolution industrielle moderne, la croissance industrielle moderne, qui commence au XIXe siècle et qui se poursuit aujourd'hui, au XXIe siècle, n'a pas changé cette réalité autant qu'on aurait pu l'imaginer. Ce principe fondamental d'inégalité entre R et G n'a pas été affecté de façon fondamentale par la croissance moderne. Alors, c'est vrai, au XIXe siècle, le taux de croissance a augmenté. C'est de 0% à 1%, 1,5% par an. Mais en même temps, le rendement du capital lui aussi a augmenté. Il est passé de 4, 5 à 5, 6, 7, avec les nouvelles formes, en particulier d'investissement industriel au XIXe siècle, Marx, le constat de l'économie, les constructeurs, parfois un rendement de 10%, de 15% par an, parce qu'on a de nouvelles formes d'investissement qui permettent de faire des profits encore plus rapides. Donc le rendement du capital augmente lui aussi. Donc, en gros, la croissance passe de 0 à 1 ou 2% par an, le rendement du capital
résiduel, 4, 5, 6, 7, finalement l'écart entre les deux n'est pas vraiment modifié. Et je pense que c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles finalement la concentration des patrimoines et les mécanismes par lesquels l'inégalité se perpétue à travers les générations et à travers le temps, même s'il y a toujours de la mobilité ascendante, descendante, mais avec quand même un niveau structurel de concentration et de perpétuation extrêmement fort, et pratiquement aussi fort, ou même un peu plus élevé, en 1914 qu'en 1789. Donc il y a sans doute une légère diminution d'inégalité à la suite de la Révolution française, avec un petit peu de redistribution terrienne, mais ce qu'on observe dans nos archives successorales, c'est que tout au cours du XIXe siècle et jusqu'en 1914, et sans tendance à la stabilisation en 1914, on a une concentration du patrimoine qui progresse et qui se maintient à des niveaux extrêmement élevés de concentration du patrimoine. À Paris, en 1913-1914, on a 70% du patrimoine détenu par 1% de la population, et à l'inverse, 70% de la population qui meurt sans aucun patrimoine. Les règles des effets personnels, quelques bras ou quelques chaises ne permettent pas de payer les frais d'inhumation et ne laissent pas transmettre un patrimoine net conséquent. De la même façon que le père Bourdieu en 1820, ou même en 1910, c'est pas très différent. On a les 2 tiers de la population qui meurt à Paris avec aucun actif à transmettre, et à l'inverse, 30% de la population qui se transmet 60% de la. Donc la nature du patrimoine s'est totalement transformée entre 1820 et 1914, c'est plus les actifs. On a rien non plus, on a des patrimoines financiers, immobiliers, professionnels, très modernes par certains côtés, vraiment des actifs financiers internationaux, tout ça est très, très moderne, mais le degré d'inégalité, de concentration et de perpétuation est finalement pas très différent de sous l'Ancien Régime. Et je pense que l'une des explications, c'est que cet écart de croissance n'a pas vraiment été modifié. Et finalement, au XXe siècle, ce sont uniquement des chocs extrêmement violents, tout à la fois politiques, militaires, intellectuels, qui transforment cela, parce que le rendement du capital va se trouver très durablement abaissé par les destructions liées aux guerres, les nationalisations de 1945, les nouvelles politiques, les contrôles des loyers. Donc c'est à la fois les destructions directement liées aux guerres, mais aussi toutes les nouvelles politiques mises en place à la suite de ces chocs, l'inflation très forte qui fait que ceux qui ont souscrit aux emprunts publics pour financer les guerres finalement perdent tout ce qu'ils ont souscrit après les guerres, aussi sûrement que si leur immeuble avait été détruit par un bombardement, parce que les prix sont multipliés par 100 entre 1914 et 1950. 100 francs prêtés en 1914 à l'État ne vaut plus qu'un franc en 1950. Il y a tous ces processus de destruction, d'inflation, de faillite, de nationalisation, d'imposition qui font que le rendement du capital entre 1914 et 1950 est réduit à des niveaux très bas. Puis dans l'après-guerre, on a là pour le coup des taux de croissance exceptionnellement élevés du fait largement de la reconstruction, mais aussi d'une très forte croissance de la population qui produit des taux de croissance particulièrement élevés dans la deuxième partie du XXe siècle. Et c'est ces 2 événements, ce très fort abaissement du rendement du capital dans la première partie du XXe siècle, cette très forte hausse de la croissance dans la seconde partie, qui fait que cette inégalité entre le rendement du capital et la croissance est complètement obscurcie pendant une très longue période, de 1914 jusqu'à la fin des 30 Glorieuses. Donc c'est une période tellement longue, les 30 ans des guerres, puis les 30 ans des 30 Glorieuses, qu'on a fini par croire que c'était une nouvelle normalité, alors que c'était vraiment lié à des bouleversements historiques très particuliers. Et depuis, au cours des 30 dernières années, depuis 1980, on retrouve des taux de croissance en France, comme dans tous les pays industrialisés, beaucoup plus proches de 1%, 2% par an. Actuellement, avec les politiques lamentables de l'Union en zone euro, on est plutôt à 0%, mais même si on faisait mieux, même si on était moins lamentable, on ne retrouverait pas pour autant les 5% et les 30 glorieuses. 1%, 2%, ce serait déjà beaucoup mieux que 0%. Mais l'illusion des taux de croissance des 30 glorieuses, elle est vraiment clairement derrière nous, en tout cas elle devrait l'être. Et donc on se retrouve face à des taux de croissance faibles, des rendements du capital qui, surtout dès lors qu'on a démantelé certaines des régulations collectives sur les loyers, sur les entreprises publiques, sur l'imposition progressive, qu'on a une concurrence fiscale débridée entre pays pour attirer les investissements, donc le rendement du capital aussi se retrouve à remonter vers le haut. Et donc on retrouve cette inégalité entre le rendement du capital et les taux de croissance qu'on avait déjà au XIXe siècle. Et là, je voudrais dire pour conclure que
il n'y a pas d'issue purement économique à ce processus. La seule issue, elle est politique, intellectuelle, institutionnelle. Et là, c'est peut-être la différence la plus importante avec certaines des conclusions qu'il y a dans l'analyse marxiste traditionnelle. Dans l'analyse marxiste traditionnelle, tout va mal, mais au moins il y a une issue au processus, parce qu'il y a la baisse tendancielle du taux de profit. Donc, autrement dit, les capitalistes sont leurs propres fossoyeurs, ils creusent leur propre tombe, puisqu'à force d'accumuler le rendement du capital, donc le taux de profit chez Marx, c'est la même chose que le rendement du capital dont on parle dans mon livre. Le rendement du capital, c'est une notion un peu plus générale, parce que ça inclut tous les revenus touchés par un détenteur de capital, donc ça inclut les profits, mais ça inclut aussi les loyers, les intérêts, les dividendes, les volumes. C'est la même notion, fondamentalement, c'est le rapport à un capital en pourcentage de sa valeur au cours d'une année. Donc, dans le schéma marxiste, en tout cas, la conservation la plus simple, il y a cette idée du baisse tendancielle du taux de profit, c'est-à-dire qu'à mesure que les capitalistes accumulent du capital, le taux de profit va chuter vers zéro, et tout ça va se terminer dans une apocalypse généralisée, puisque soit les capitalistes vont s'entretuer pour essayer de préserver un peu les rendements, donc ils vont se battre entre eux, au Maroc, ailleurs, ça va être la guerre. Bon. Et effectivement, ça a été la guerre, mais sans que les rendements tombent à zéro. On n'était pas là. Hein. Soit ce sont les travailleurs coalisés qui, si jamais les capitalistes veulent continuer de leur imposer un rendement positif, alors même qu'ils ont de plus en plus de capital, ça veut dire que la part pour les salaires en économie nationale sera de plus en plus faible, et donc les travailleurs finiront par se coaliser et par mettre en place la révolution socialiste et la consommation des moyens politiques de production. Donc au moins il y a une issue naturelle où les choses ne peuvent pas continuer comme ça. D'un strict point de vue économique, il y a une espèce de mécanisme régulateur. Moi, j'ai une conclusion qui est différente, parce que je pense qu'en fait, d'un point de vue strictement économique, les choses peuvent parfaitement continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir R plus grand que G pour toujours, avec un degré d'inégalité qui n'est pas infini, qui peut être simplement très élevé et qui se perpétue lui-même. C'est-à-dire que quand vous avez, avec un rendement du capital de 5%, une croissance de 1% par an, tout ce que ça veut dire, c'est qu'en moyenne, les détenteurs de patrimoine peuvent tranquillement consommer les 4/5e le rendement de leur patrimoine. Il suffit de réinvestir 1/5 pour que leur patrimoine progresse, et celui de leurs descendants progresse au même rythme que la taille de l'économie. Donc tout ça peut se reproduire. C'est un équilibre qui, d'un point de vue strictement économique, est parfaitement stable. Alors d'un point de vue démocratique ou politique, c'est une autre histoire, parce qu'on peut avoir un degré d'inégalité et un degré de perpétuation de cette inégalité qui rentre en conflit quand même avec les valeurs démocratiques modernes. Et ça c'est un problème politique, c'est pas un problème économique. D'un strict point de vue économique, tout ça peut se reproduire tranquillement à l'infini. Donc, dans le schéma marxiste, la raison pour laquelle ce n'était pas possible, c'est que la croissance, il n'y avait pas, au XIXe siècle, comme la croissance était un phénomène récent, on n'identifiait pas clairement la possibilité d'une croissance indéfinie de la population et de la productivité. Donc la source de la croissance elle-même était censée être l'accumulation elle-même de capital. C'est uniquement l'accumulation de capital, c'est-à-dire plus de machines par travailleur qui produisait de la croissance. Et dans ce cas-là, effectivement, le serpent se mord la queue, c'est-à-dire qu'à un moment, à mesure qu'on accumule du capital, le rendement tombe forcément vers zéro. Mais dès lors que vous continuez d'avoir un minimum d'innovation technologique et un minimum de croissance de la population, il n'y a pas de raison, tout ça peut progresser de concert, et je ne dis pas que ça va progresser de concert, parce qu'en pratique ça se fait dans les chaos, dans les crises financières, parce que l'accumulation de capital secrète aussi des mécanismes d'instabilité extrêmement forts. Mais ça peut repartir, après les crises, les choses repartent, et finalement, d'un point de vue strictement économique, je pense que ce serait une erreur d'attendre une issue proprement économique à ces contradictions, qui n'ont d'issue que politique, à travers les institutions humaines que l'on se donne, que les différents pays se donnent. Et donc, voilà, en conclusion, je vais m'arrêter là, je ne sais pas combien de temps j'ai pris, mais je suppose que ça suffit, 1 heure, c'est parfait. Je conclus donc que cette histoire est d'abord une histoire politique avant d'être une histoire économique. Merci beaucoup.